Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire pour progresser vers une économie post-carbone. Pour couvrir les enjeux carbone liés à l'intelligence artificielle et à ses infrastructures, il nous fallait au moins 2 épisodes. Aujourd'hui, on parle de l'empreinte énergétique de l'intelligence artificielle. Pourquoi l'IA consomme-t-elle autant ? Pour en parler, Marlène Debanque, ingénieure de projet numérique au Shift Project. Bonjour Marlène. On entend souvent qu'une requête sur ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Pourquoi une telle différence ? C'est une bonne question d'introduction qui va nous permettre de parler de 2 choses. La première, c'est que tous les usages et toutes les tâches ne sont pas aussi intenses en calcul. Elles peuvent être aussi différentes en intensité en termes de stockage, différentes en intensité en termes de sollicitation réseau. Par exemple, entre la génération d'images et la génération de texte, on avait aussi un article en 2024 qui mettait en évidence un facteur de x50 à x100 entre ces 2 tâches qui sont très différentes. Donc ça, c'est le premier élément. Et après, ce chiffre, en fait, il nous permet de parler d'autre chose qui est un peu des précautions qu'on va devoir prendre dans les prochaines années dans l'utilisation de nos chiffres liés à l'IA. En particulier, il va falloir commencer à bien faire attention au contexte dans lequel les chiffres sont produits, les conditions dans lesquelles ils sont produits, leur validité, est-ce qu'ils sont valables que dans certaines conditions, quand est-ce qu'ils se périment. Et en fait, ce chiffre qui a tourné beaucoup, aujourd'hui, il est un peu désuet. Et en particulier parce que il y a côté intelligence artificielle générative des choses qui deviennent plus efficaces et côté moteur de recherche des fonctionnalités qui s'enrichissent avec de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est bien parce que ça nous permet de faire un peu de précaution d'usage dès le départ. Ok, parfait. Alors on a tendance à penser que derrière nos écrans, tout est immatériel, alors qu'en fait, c'est une vraie usine à calcul. Oui, complètement. Par exemple, quand on fait une requête sur un chatbot d'IA générative, déjà on l'a fait depuis un smartphone ou un ordinateur, donc là on perçoit un peu la matérialité. Mais après, à moins que vous ayez installé quelque chose en local sur votre ordinateur, la requête elle va passer dans le réseau, donc peut-être d'abord par un réseau mobile, puis après une grande artère fixe. Et puis comme une bonne partie des centres de données qu'on utilise sont hors de France, peut-être ça va être des câbles sous-marins, tout ça pour arriver sur un data center dans lequel il va y avoir du calcul. Puis après, ça revient. Donc quand on réfléchit à ça, on commence à la percevoir finalement toute cette matérialité. Et là, aujourd'hui, en parlant de l'IA générative, on va vraiment parler en particulier des data centers, puisque c'est vraiment ce qui est le plus touché par l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Et alors, en termes de consommation, on en est où ? Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est d'abord regarder un petit peu dans le passé. Historiquement, la consommation d'électricité en phase d'usage des centres de données, elle a augmenté et elle s'est même accélérée. C'est vraiment un élément important à prendre en compte puisque à la fin des années 2020, on avait un peu espoir que ça plafonne, ça reste constant grâce à des gains d'efficacité. C'était des arguments qu'on voyait beaucoup dans le débat public. C'est pas la peine de s'occuper de la consommation d'électricité du numérique parce que ça va plafonner. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on en est à 440 TWh de consommation d'électricité pour les centres de données dans le monde. C'est un peu plus que la consommation d'électricité en France. Et quand on regarde la vitesse à laquelle ça augmente, il y a 10 ans, ça a augmenté de 5-6% par an. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc, il faut bien prendre acte de la dynamique dans laquelle cette consommation, elle s'inscrit. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de gain d'efficacité. Il y en a eu énormément au niveau du hardware, au niveau du software. Mais en fait, l'explosion de l'offre, elle est tellement énorme qu'elle vient contrebalancer et même éclater ses gains, puisqu'on est sur ce plus 13% par an. Et donc après, la deuxième chose qu'on a fait au Shift Project, on a construit plusieurs scénarios en consommation d'électricité. On n'a pas imaginé l'ensemble de tous les futurs possibles sur cet exercice. On a juste fait un exercice où on regardait les dynamiques actuelles en termes de construction de centres de données et de demande de raccordement à des réseaux d'électricité. Et on a regardé en gros si on poursuit un peu tendanciellement dans cette voie vers où ça nous emmène. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va dire en l'espace de 7 ans, on pourrait faire jusqu'à x3 en termes de consommation d'électricité au niveau mondial pour les centres de données. Donc là, on vient de voir la consommation énergétique de l'IA, mais en termes de contenu carbone. Alors, donc là, c'était la consommation d'électricité dans la phase d'utilisation des data centers. On parlera peut-être un peu plus tard de la phase de fabrication. Et donc, à l'utilisation, cette électricité, ce qu'il faut voir, c'est que dans le monde, aujourd'hui, elle est à moitié fossile. Donc, pourquoi c'est embêtant ? Parce que quand c'est du gaz, c'est 10 fois plus impactant climatiquement que si c'était quelque chose de bas carbone. Et quand c'est du charbon, c'est 20 fois plus impactant climatiquement que si c'était du bas carbone. Alors, vous pouvez dire, pourquoi on est concerné, nous, en France ? En fait,
une des raisons pour lesquelles on est concerné, c'est parce qu'à peu près la moitié de nos usages, on va dire, sur centres de données, ils sont pas sur les centres de données en France, mais ils sont sur des centres de données à l'étranger et principalement aux États-Unis. Donc ça, c'est le statut actuel. Et puis, quand on regarde les plans de transition énergétique mondiaux, ce qu'on voit, c'est que en 2035, pour les centres de données, on va continuer encore à installer du gaz et du charbon, quasiment autant que des énergies renouvelables pour cette nouvelle demande en fait de consommation d'électricité pour les centres de données. Et c'est pas juste l'électricité, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi la fabrication du matériel, c'est ça? C'est ça. Et donc, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 75% côté utilisation des centres de données et à peu près 25% pour la partie fabrication. Donc, on voit que ça a quand même un poids. Et en France, là où on a une électricité plutôt bas carbone, ce ratio change, c'est à peu près 50-50. Pas parce que la fabrication coûte moins, elle a lieu au même endroit, mais juste parce que la part relative pour l'utilisation baisse aussi. Et donc, pourquoi je dis ça? Donc, c'est que si en fait on cumule donc cette consommation d'électricité en phase d'utilisation qui augmente, le fait qu'elle soit en partie fossile, qu'il faut rajouter aussi la partie fabrication, on met tout ça ensemble et on calcule les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de cette filière centre de données. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'à l'échelle mondiale, en 2030, les émissions de gaz à effet de serre pourraient être aussi importantes que 2 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France, tout secteur d'activité confondu. Ce chiffre, il est gros, ce qui fait dire qu'il est gros, par exemple, c'est déjà quand on le compare par rapport à la France. Mais un autre élément qui fait un peu ressentir son importance, c'est que ça serait, dans ce scénario-là, à peu près 920 mégatonnes de CO2 équivalent par an. Et quand on se projette dans un monde net zéro, et en fait, dans un monde net zéro, des mégatonnes, on saura peut-être en absorber, en neutraliser 6000. Donc là, on est en train, sur cette capacité de 6000, de construire 900 de centres de données qui, a priori, ont des durées de vie, vont être prévus pour être rentabilisés pendant 25 ans. Donc on voit bien qu'on met le doigt dans quelque chose dont à la fin on ne sait pas si on le sait le soutenir. Donc je pense que une des conclusions qu'on peut donner très facilement et qu'on peut donner à l'issue de nos travaux, c'est à l'échelle mondiale, à cause de l'IA et de l'expansion de cette filière centre de données, on a un nouvel enjeu qui est très pénible climatiquement parce que pas soutenable. Et il y a un autre poste dont on n'a pas parlé, c'est le refroidissement des data centers. Oui, ça c'est un sujet pour 2 choses, pour l'électricité et pour l'eau. Pour l'électricité, on en a beaucoup parlé dans la filière centre de données ces 10-15 dernières années. Il y avait même un indicateur qui s'appelle le PUE qui était constamment monitoré. À chaque fois qu'il y a un centre de données qui est construit, cet indicateur est affiché. Ça a presque été l'alpha et l'oméga de l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, on s'approche de 1. Donc, une fois qu'on sera à 1, puisque c'est un ratio d'efficacité, on va dire on sera au gain d'efficacité max. Et puis, il faudra trouver de nouvelles choses. Et après, le refroidissement, c'est aussi un sujet pour l'eau. Et donc, quand on va dire on installe un centre de données quelque part, ou même pour les centres de données qui existent déjà, il y a pas mal de questions à se poser sur le type de refroidissement, puisqu'il y a des refroidissements qui vont être en boucle ouverte ou boucle fermée. Donc pour l'eau, ça pose pas les mêmes questions. Certains qui vont prendre de l'eau potable, d'autres pas de l'eau potable. Et quand on construit un centre de données, c'est sur 15-25 ans. Donc au cours de la vie du centre de données, il peut y avoir aussi du rétrofit sur les systèmes de refroidissement. C'est quelque chose qu'on a vu là ces dernières années avec l'IA, des centres de données construits il y a longtemps qui du coup adaptaient leur système de refroidissement pour l'IA. Donc en fait, ça vient poser des nouvelles questions sur l'eau. Et donc, selon le système de refroidissement, il faut se poser la question de l'état de l'eau, finalement, à l'issue du système, si c'est en boucle ouverte, quelle est sa qualité, quelle est sa température, dans quel lieu c'est rejeté, et confronter ça au lieu, à l'endroit où est le centre de données, pour se poser la question, est-ce qu'à cet endroit-là, il y a du stress hydrique? Est-ce qu'il y en a maintenant en 2025? Qu'est-ce que ça sera les conditions en termes de stress hydrique dans 15-25 ans pour justement faire cette projection? Dans cette zone-là, quels sont les autres usagers de l'eau? Est-ce que c'est des foyers? Est-ce qu'il y a de l'agriculture? Et pareil, faire cet exercice de projection sur la durée de vie du data center pour être sûr que ça se passe bien. L'idée, c'est vraiment un peu classique quand on est au shift, anticiper l'intensification des événements climatiques extrêmes pour ces infrastructures. Donc là, tu viens de nous parler de chiffres de croissance qui sont impressionnants. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un moment où la demande d'intelligence artificielle plafonne?
Oui, je vous ai dit du coup, il y a une explosion de l'offre de puissance de calcul. Ce qu'on voit aujourd'hui sur cette explosion de l'offre de puissance de calcul, c'est que l'offre précède de l'usage. Un centre de données pour être construit, avoir son permis de raccordement, etc., il y en a pour, selon les endroits dans le monde, entre 1 et 5 ans. Ça veut dire que les centres de données qu'on construit aujourd'hui, il n'y a pas encore d'usage. Et les usages futurs, ça peut être à la fois pour amener des usages qui existent déjà à plus de personnes. Il y a 10 millions de Français ou d'Européens, je ne sais plus, qui utilisent de l'intelligence artificielle générative. Demain, il faut que ça soit 20 millions, on va doubler. Et ça peut être aussi créer de nouveaux services. Et donc là, c'est tout le travail des acteurs du numérique que en permanence, imaginer des nouveaux services, des nouvelles offres. Donc après, à la question de est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on peut s'arrêter avant parce que l'utilité marginale de ce truc-là, elle n'est pas aussi impressionnante que ça. C'est une excellente question de société. Alors, une autre question, du coup, est-ce qu'on ne peut pas envisager que les avantages de l'IA viennent compenser tous ces à côté? Cette réflexion, on balance un peu, faire une balance, quels sont les avantages, quels sont les coûts, notamment les coûts environnementaux. C'est une bonne première piste de réflexion. Nous, on la préconise beaucoup à des échelles collectives et sur des cas d'usage particuliers. Par exemple, est-ce qu'un outil de visioconférence, c'est utile ou pas? On peut faire un petit peu cette balance-là. Et on préconise aussi de bien penser au contexte d'utilisation dans lequel va se développer ce cas d'usage, parce que un outil de visioconférence dans un monde où le télétravail est autorisé ou pas autorisé, on voit que ça va pas avoir le même impact sur la société. Donc, vraiment faire des analyses un peu au cas par cas pour réussir à se dire, OK, ce type d'usage, il peut avoir du sens ou pas. Après, il faut être un peu attentif avec ces balances coût-avantage. Il y a des échelles auxquelles ça marche pas du tout. Par exemple, moi, Marlène, je peux me dire, c'est super, j'ai très besoin d'utiliser plein d'IA génératives. Ça va me coûter 500 kilos de carbone par an, et puis je peux vous convaincre que c'est tout à mon avantage. Super. En quoi ça nous a aidé à décarboner la France? Pas du tout. Donc, c'est une échelle à laquelle ça marche pas très bien, d'autant plus si les 66 millions de Français font le même raisonnement que moi, quand on somme le tout, et qu'on repasse à une échelle macroscopique, les balances coût-avantage, peut-être chacun les aura perçues comme avantageuses à son niveau, mais au niveau collectif, au niveau macroscopique, elles ne le seront pas. Et on peut repenser aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. 900 mégatonnes de CO2 équivalent à l'échelle mondiale sur seulement 6000 qu'on serait en capacité de neutraliser. On voit bien qu'à l'échelle macroscopique globale, elle ne marche pas du tout, cette balance-là. Donc, bon premier réflexe, mais à adapter, à utiliser comme il faut. Et donc, en complément de cette réflexion coût-avantage, ce qu'on peut faire aussi, c'est coupler ça avec d'autres réflexions. Une première, c'est de différencier un petit peu les outils qu'on utilise en fonction des usages, ce qui revient à la première question que vous me posiez entre le moteur de recherche ou le chatbot. Là, avec l'IA, on peut imaginer que ça soit un peu pareil que, par exemple, un déplacement. Selon le nombre de kilomètres que j'ai à faire, selon combien on est, selon que j'ai des valises ou pas, je vais y aller à pied, à vélo, avec un véhicule léger ou avec un gros SUV. Et donc, je pense qu'avec les outils numériques et les outils d'IA, on peut se poser la question de quel est le juste outil par rapport aux besoins ou aux services que j'ai. Une autre piste de réflexion encore, et qui, moi, me parle beaucoup, et notamment pour tous les cas où on va utiliser de l'intelligence artificielle pour aller chercher un petit peu de productivité ou optimiser, c'est de penser au plastique, avec cette idée de... il y a des endroits dans lesquels c'est pas du tout coûteux de ne pas utiliser du plastique. Il y a des endroits à la maison, faire du zéro déchet, c'est facile et ça marche très bien. En revanche, il y a des endroits, peut-être à l'hôpital, sur du matériel spécifique, dans lequel on va avoir absolument besoin de plastique. Et donc, je pense qu'avec l'IA et le numérique, il y a un peu ces mêmes réflexions qu'il faut vraiment avoir en fonction de l'usage, pouvoir se dire, je m'en passe pas, quel est l'outil le plus efficace par rapport à ce que je suis en train de chercher à faire. Donc ça m'appelle une autre question. Là, ce que tu dis, savoir utiliser l'IA avec discernement, ça suppose que les consommateurs d'IA soient éduqués sur ces différents impacts. Oui, ça veut dire qu'il faut réussir à amener un petit peu ces chiffres dans le débat et dans la connaissance publique, et
malgré le fait que ça puisse évoluer avec le temps. Donc, ça demande à la fois un petit peu d'éducation sur, OK, ça serait quoi les chiffres, mais aussi sur comment on se les approprie et comment on fait quand ils peuvent un petit peu bouger, ce qui peut être hyper difficile. Et pour faciliter ça, il y a deux choses. Déjà, de la part des gens qui vont produire les services, de mettre à disposition plus d'informations environnementales que ce qui est fait aujourd'hui, ce qui va permettre, on va dire, dans un premier temps, d'élever ce niveau-là. Et soit dans l'entretemps, soit en complément, il y a aussi des gens qui font un peu de rétro-ingénierie, des simulateurs pour essayer d'évaluer un peu cet impact. Donc l'idée, ça va être de se familiariser avec. Après, est-ce que ça veut pas forcément dire qu'il faut que tout le monde sache s'en servir, mais voilà, ça pourra aider ceux qui vont peut-être un peu plus loin dans l'analyse à faire des choses plus simples pour ceux qui vont un peu moins loin. Une sorte de Nutri-Score pour chaque type de requête, quoi. Ça peut être... c'est des choses comme ça qui peuvent être des idées pour inciter un petit peu, oui. Et alors toi, Marlène, est-ce que tu aimes l'IA ? Eh bien, c'est là le moment de la grande confession. Je pense que si on n'avait pas de problème de limite planétaire, je risquerais de sauter, les 2 pieds ou les 2 pieds dedans. Et c'est vraiment le fait que ça soit pas soutenable qui fait arrêter cette réflexion, de dire OK, on est obligé de faire autrement. Et ce qui est rassurant, c'est de voir en fait que le autrement existe. En fait, déjà, il existait avant, mais même en rajoutant des choses, on peut quand même faire des travails à ISO, empreinte carbone, etc. Donc, je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est que le autrement est possible. D'accord, donc l'IA, c'est pas juste du code. C'est tout un écosystème très concret et très énergivore, et dont l'usage est exponentiel. Dans le prochain épisode, on parlera justement de cette trajectoire. Quelle perspective pour les centres de données et comment concilier IA et climat ? Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank, dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif : faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.